Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, je reçois Christophe Giraud qui est le président du groupe La Maman. Bonjour Christophe. Bonjour Benjamin. Bienvenue. Christophe, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter et notamment présenter ton parcours qui précède la création du groupe La Maman, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Donc Christophe Giraud, j'ai 50 ans cette année, donc c'est une grande année pour moi. Et globalement, pour faire simple, j'ai un parcours de 10 ans dans le domaine financier, en financement de haut de bilan et en gestion privée. Ensuite, là, j'étais salarié à cette époque-là. Ensuite, j'ai un parcours de 10 ans dans le web où j'ai commencé à être entrepreneur, où j'ai créé deux sociétés dans le web, deux applications mobiles pour répondre à des problèmes qu'on avait rencontrés et qu'on souhaitait solutionner. Et puis ensuite, j'ai été associé sur une troisième boîte dans le web, là, essentiellement sur une mission de levée de fonds. Et puis au moment où cette mission se terminait, j'ai une famille et un ami qui avait un restaurant vietnamien qui avait été vendu, qui était une institution lyonnaise, et qui m'avait proposé depuis quelque temps déjà de dire, écoute, un jour je vais vendre et un jour j'aimerais bien monter des petites échoppes à la Viette. Une fois que j'aurai vendu pour être dans un modèle un peu street food dans ce marché-là. Et il m'a dit, j'aimerais bien qu'on le fasse ensemble. Moi, je lui ai dit, bah, écoute, pour l'instant, je suis encore en mission et je travaille encore à temps plein, et toi, tu as encore ton resto. Si un jour tu le vends, on en reparle. Et puis, effectivement, un jour, il a vendu ce resto, il a pris un peu de temps, et il s'avère que quand il me revoit en me disant, ouais, tu veux le faire ou pas? À ce moment-là, moi j'ai un slot dispo mentalement et opérationnellement, et je lui dis, OK, on y va. Et donc, on crée la marque La Maman en septembre 21 dans la restauration, milieu que je connaissais pas du tout, à part pour aller bien aimer manger au resto. J'aime bien cuisiner et voilà, j'aime bien cet environnement de food, mais j'avais aucune connaissance dans la resto. Donc, mais lui, il venait me chercher sur la partie plutôt gestion, finance et management et commerce. Donc lui avait la compétence resto avec sa famille, et moi j'ai amené une compétence qui est ce que je fais depuis tout le temps, plutôt du développement, du management et de la gestion financière. Ok, très bien. Alors je reviens juste un petit poil en arrière. Justement, tu disais que tu avais d'abord eu une expérience salariée et Mhm. qu'après tu étais devenu entrepreneur. Qu'est-ce qui avait fait à l'époque le déclic? Bah, je pense qu'à un moment donné, alors, j'ai été entrepreneur beaucoup plus tôt. J'ai été entrepreneur dans les années 2000 en vrai, la vérité, à la folle époque du web, et où tout le monde crée des startups en 99, 2000, etc. J'avais monté une boîte à ce moment-là, mais j'étais un peu jeune, pas de réseau, pas les bonnes clés encore, je pense, à cette époque-là, en tout cas pour réussir. Et quand je recrée, c'est quelque part où quand j'avais créé, j'ai un jour un entrepreneur que je connaissais, qui avait dit décider de sa vie quelque part, être responsable de ce qu'on fait et assumer ses choix. Et être maître de son destin. Donc, c'est sûrement un peu ce côté-là qui est important pour moi, d'avoir cette maîtrise de mon destin, peut-être, d'assumer ce qu'on réussit et d'assumer ce qu'on rate aussi. Et puis un côté aussi sûrement un peu bâtisseur. J'ai massé le côté bâtisseur de cathédrale au Moyen Âge. Et je trouve que c'est intéressant de créer des choses dans la société, et de pouvoir ensuite laisser des choses, enfin, créer des choses, embaucher du monde, créer de la richesse, créer de la valeur, créer quelque chose dans la société. Et je pense que le côté, euh, pourquoi la création, sûrement pour ces deux sujets, le côté maîtriser son destin et le côté créer quelque chose dans la société. Ok, génial. Et que fait la maman, le groupe, la maman, à qui est-ce que vous vous adressez? Parles de restauration, est-ce que c'est un resto? Est-ce que voilà, qu'est-ce que vous faites? À qui vous vous adressez? Qui vient vous voir? Qu'est-ce qui vous rend unique? Alors, la maman, c'est une marque de street food, alors qui n'est plus vietnamienne, qui est vraiment aujourd'hui franco-vietnamienne, sûrement parce que deux associés ne sont pas vietnamiens. Du coup on a dû pousser un peu pour aller sur ce franco-viet. Donc, marque de street food franco-viet, on a aujourd'hui trois restaurants et une cuisine centrale, un laboratoire de production, avec un concept qui était de dire déjà, structurons les choses pour faire de la restauration un univers qui est pas que désagréable pour les équipes. Donc, le fait d'avoir une cuisine centrale permet déjà d'avoir des équipes qui font globalement 9 heures du matin, 17 heures ou 18 heures en prod. Et en fait, d'avoir des équipes sur les restos qui ne cuisinent quasiment pas. Dans le concept, nous, on avait écrit dès le début, pas de chef sur place.
et pas de service à table. Donc, dans une logique de street food pour aller alléger en fait la charge des équipes, qui est souvent un point noir dans la restauration. Quand on vient du web, en fait, comme j'ai pu le faire avant, en fait, dans le web, on est vraiment sur on est à l'extrême du bien-être salarié, on est à l'extrême des conditions de travail salariés. Les salariés peuvent être en full remote dans le web. Alors, c'est pas le cas dans la restauration, mais on avait par exemple lancé les congés payés illimités dans une de mes sociétés dans le web. Donc là, l'idée, c'était de dire dans la restauration, en amenant du process, déjà, comment est-ce qu'on peut amener plus de bien-être au travail pour les salariés. Donc déjà, comment est-ce qu'on peut... Hop, pardon, je vais faire ça, j'enlève ça. Tac. Comment est-ce qu'on peut déjà amener ça pour les équipes, temps 1. Et donc, le labo permet de faire ça. Donc, la cuisine centrale qui est sur Lyon 7e nous permet de tout produire dans le 7e et ensuite de tout envoyer prêt. C'est 100% fait maison. Mais ça arrive prêt dans les restos. De manière à... Moi, j'ai des équipes qui, par exemple, sur notre restaurant de Confluence, qui est un ancien wagon de la SNCF, au pied de la sucrière, Ouais, en fait, les équipes arrivent au wagon à 11h du matin. Avant 11h, j'ai personne. ok. Et pourtant, ils servent à manger à midi en termes de fonctionnement. Donc ça, déjà, entre l'image des équipes qui doivent arriver à 7h du matin, faire les courses, découper tous les légumes, etc., 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 passer 2-3 heures en cuisine. En fait, dans nos restos, pas du tout. On peut arriver à 11h dans la restauration et servir à midi si on est plutôt organisé pour le faire. Donc, ce côté orga était un point très important dans nos éléments de différenciation. Et ça a aussi un impact fort pour les clients. Aujourd'hui, on est en capacité, parce qu'on est une cuisine centrale, à acheter des produits locaux. Notre bœuf vient de Roanne, notre porc vient de Roanne, nos légumes, c'est de la plaine du Forêt, le poulet, c'est de Vendée. Mais on peut avoir des produits de ce type-là. On a trouvé à l'avant-dernier CIRA une coopérative qui s'appelle Tradival. Tradival, c'est des agriculteurs qui sont sur la région de Roanne et aux alentours et qui font embaucher des commerciaux. Simplement, pour acheter chez eux, il faut commander par 100 kilos. Ok. Et donc, quand on a un resto tout simple où on lui fait livrer un resto, c'est impossible. Nous, on commande pour 3 restos et on a accès du coup à un produit de super qualité, un bœuf charolais de Roanne ou un porc de Roanne qu'on reçoit 48 heures après son abattage, encore une fois, en tout amour pour la cause animale, mais en tout cas, il arrive très très frais chez nous. Et ça nous permet alors déjà d'avoir un top produit et d'avoir un niveau de prix dans les éléments de différenciation. On a par exemple, nous, un plat du moment tout le temps à 10 euros. Ok. Nos salades sont à 10 euros parce qu'on a cette capacité à acheter par 100 kilos. Et quand on achète par 100 kilos, on a la chance de ne pas avoir les mêmes tarifs Ouais. que quand on achète par 3 kilos, c'est sûr. Donc on arrive, c'est une vraie volonté de sortir un plat à 10 euros tout le temps. Donc ça, c'est un vrai point de différenciation. Et puis ensuite, le labo nous permet de nous amuser un peu, typiquement sur les produits franco-vietnamiens. On a lancé ce qu'on appelle un bar à nem. Et le bar à nem, en fait, on va par exemple, je vais citer le plus iconique. On a un nem andouillette. Ok. Et là, on travaille avec l'entreprise Bobos. L'entreprise Bobos, en fait, on a noué un partenariat ensemble. On a le droit de l'appeler nem andouillette Bobos. Ça, c'est du typique franco-viette. On est à Lyon, on a un nem praline rose en dessert. On a un resto sur Saint-Étienne, donc on a fait un nem à la forme de Montbrison pour Saint-Étienne, les Stéphanois étant plutôt adeptes et chauvins sur ce côté-là. Donc on bosse ce bar à nem dans un esprit très, je dis souvent comme les macarons. On a aujourd'hui 8-9 nems salés, on a 3 nems sucrés, et dans une logique très finger food qui va amener un gros point de différenciation dans ce qu'on va proposer sur cette offre-là par rapport à une offre de nems standard qu'on peut retrouver sur le marché. Ok, très bien. Alors, quelle est la dynamique du secteur pour toi? Alors, tu l'as déjà un peu abordé avec les conditions de travail des collaborateurs, mais quelle est, ouais, la dynamique du secteur? Comment est-ce que toi, tu fais évoluer l'entreprise, sachant que bah, vous êtes lancé quelque part post-Covid, donc directement Ouais. peut-être dans une réalité qui était différente de celle avant Covid? Oui, complètement. Complètement. On est dans une logique aujourd'hui. Le client, alors mis à part, je mets à part les restaurants étoilés ou les restaurants plus gastronomiques, entre guillemets, mais on est dans un fonctionnement où le client, il a envie en fait déjà de pouvoir manger comme il veut. C'est-à-dire, s'il veut manger vite, il veut pouvoir manger vite. S'il veut emporter, il veut pouvoir emporter. S'il veut se faire livrer chez lui, il veut pouvoir se faire livrer chez lui. Donc, nous, on a abordé le marché sur ce côté-là en disant déjà, pourquoi pas de service à table?
Parce qu'en fait, quand je me fais servir à table, j'ai déjà des temps de latence de partout. J'attends un serveur qui vient prendre une commande. Ensuite, quand j'ai fini, je vais payer au comptoir ou alors j'attends que le serveur vienne me faire payer. Et on le voit sur des temps de midi sur des personnes qui travaillent. Aujourd'hui, en fait, le fait d'être en mode, alors avec des beepers et en paiement au moment de la commande, on va avoir pour le client un gain de temps qui est extrêmement intéressant. Le client qui veut rester plus longtemps peut déjeuner plus longtemps. Par contre, celui qui veut manger vite, il commande, il paye, il mange, il s'en va. Et il n'a pas besoin d'avoir plein d'attentes à plein de temps différents. Donc ça, je pense que c'est un changement au niveau de la restauration. Le client, il peut venir chez nous dans tous nos restos, manger sur place, prendre à emporter, ou il peut décider de nous retrouver sur Deliveroo Uber Eats, par exemple, ou sur les différentes plateformes de livraison pour se faire livrer chez lui. Donc ça, je pense que c'est une nouvelle approche de la restauration, de sortir un peu du côté, je veux que le client vienne, s'assoie, attendre un serveur, etc., qui est peut-être quelque chose qui a évolué après le Covid Mhm. en termes de fonctionnement. Et puis aussi, encore une fois, ça c'est vrai dans pas mal d'endroits, d'être sur des cartes très réduites, sur vraiment des plats de grande qualité et sur de la signature en termes de goût pour que le client il retrouve une vraie expérience gustative, un vrai. Je cite souvent ce point-là que j'aime beaucoup, qui, en fait, dans le web, quand on crée une application, on parle d'effet waouh. Il faut que quand je télécharge l'application et quand je m'inscrive et quand je l'utilise, je passe waouh, c'est dingue. J'avais jamais utilisé une application comme ça. Ça marche pour les trains. Je crois qu'il y a des applications différentes de celles de la SNCF qui sont un peu rigolotes pour les trains et il y a plus d'effet waouh. Et en fait, moi, j'adore quand un client croque et qui fait waouh dans un de nos produits, dans un nem ou dans un plat du moment. Donc, on recherche vraiment cet effet waouh du client qui dit, bah ouais, c'est génial, quoi. Je suis venu manger, ok, j'ai dépensé de l'argent pour aller manger quelque part et j'ai un effet waouh. C'est rigolo. Je ne sais pas si c'est ton expérience web, mais on sent du omni ou multicanal, de l'user experience, des choses comme ça Vraiment, 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 au cœur de ton discours de restaurateur. Donc c'est sûr. c'est hyper intéressant. Vous avez une cuisine, trois restaurants. Tu disais un Confluence, Oui, un c'est ça. Saint-Étienne, c'est ça? Un Saint-Étienne et un à Lyon 7, à côté de Ah, notre cuisine centrale. ouais, très bien. Quelle est ton ambition pour le groupe? Comment est-ce que tu le vois évoluer? Est-ce que là, il a sa taille de croisière? Est-ce que voilà, comment tu projettes ça? On a grandi un peu vite parce qu'en gros, globalement, sur une année, entre octobre 22 et octobre 23, on a fait les trois restos et le labo. Donc, sur 12 mois, c'était rapide, Ouais. mais c'était nécessaire pour lancer l'activité et avoir ce process-là. Mm. Là, on a décidé voilà, de poser la structuration, de monter chaque resto à maturité sur la fin d'année 2024 et puis de reprendre de la croissance sur 2025 avec deux objectifs en 2025. On a un objectif qui est de faire un vaisseau amiral, un gros bébé, sur un emplacement ultra premium. Maintenant, on est prêt, on est très structuré. On voit bien comment ça fonctionne et donc on a envie d'avoir un emplacement hyper-centre, Presqu'île ou Pardieu, dans un spot vraiment premium sur la Pardieu ou sur l'hyper-centre. Et là, voilà, pour avoir un gros bébé qui tire un peu l'ensemble et la marque et l'image également. Et puis l'étape d'après, c'est pourquoi pas de passer en franchise et de dire demain, on est organisé. Aujourd'hui, on a trois restos. Si on en a un quatrième gros en 25, on peut monter, je pense, à une dizaine de restaurants avec notre labo en termes de production. Ok. Donc l'objectif, c'est d'aller chercher, pourquoi pas, de la franchise sur fin 25, début 26, en sachant que Saint-Étienne est déjà en location-gérance. Donc on a déjà on se lance dans ce test-là, d'avoir une personne qui prend la location-gérance sur Saint-Étienne et qu'on alimente avec nos produits du lab et avec notre marque et avec le marketing qu'on a aussi sur la marque pour commencer à tester un peu ce process de la franchise. Ouais. Ok, excellent. Donc, tu as une expérience d'entrepreneur qui est plus ancienne que juste la création là, du groupe. Est-ce que tu as un apprentissage à nous partager sur ce métier de chef d'entreprise? Ouais, il y en a sûrement plein. Mais ce que je dis souvent à des copains qui sont en train de monter une boîte ou en tout cas qui montent une nouvelle boîte, je leur dis en fait, déjà tout prend 3 fois plus de temps à peu près. Donc tout est 3 fois plus long dans tout ce qu'on imagine. Et c'est un copain, j'ai pas inventé, c'est un copain qui m'a dit ça, je pense, il y a 10 ans ou 15 ans. Et c'est assez vrai. Et c'est un apprentissage, c'est un élément qui est important parce que quand on raisonne cash disponible, cash nécessaire,
bah, quand on sait que tout va prendre 3 fois plus de temps, bah, il faut avoir 3 fois plus de cash dispo que ce qu'on imagine, que ce soit à titre perso pour vivre à un moment donné, avant de Mm. peut-être de se payer si on ne se paye pas tout de suite, ou que ce soit pour la boîte. Donc ça c'est, je pense, méga, méga important en termes d'éléments. Et puis après, je veux dire quelque chose que tous les entrepreneurs disent tout le temps, qu'on retrouve d'ailleurs pas mal sur LinkedIn, qui est ce côté montagne russe. C'est vrai que de toute façon, c'est constamment les montagnes russes. C'est constamment un truc qui va très bien et puis le lendemain, un truc qui va pas du tout. Et en fait, c'est avoir cette capacité, et notamment peut-être de se faire accompagner, en tout cas d'être accompagné pour être plus performant sur ces sujets, de savoir bah, être assez peu impacté par les gros plus et par les gros moins qui peuvent arriver dans la même semaine sur un fonctionnement. Ça, c'est sûr que je pense que c'est les deux sujets peut-être majeurs qu'on va retrouver. Puis après, le rôle de l'entrepreneur étant tout le temps de régler des problèmes, globalement. Quand on a compris ça, que de toute façon, on est là que pour régler les trucs qui vont pas, et le développement, bien entendu, mais quand même souvent de régler les problèmes qui se passent dans l'entreprise. Donc, une fois qu'on a compris ça, on se dit que c'est pas un problème, c'est juste une activité. Ouais. Nous, on aime bien, on en parlait en préparation là, de l'interview, dire qu'un chef d'entreprise, il a deux métiers, son métier technique, opérationnel dans son secteur d'activité et son métier de chef d'entreprise. Toi qui as du coup eu une expérience de chef d'entreprise dans des domaines qui sont assez différents, qu'est-ce que tu penses de cette approche-là? Quelle similitude ou différence tu vois entre tes différentes expériences? Ouais, je pense que ce que tu dis est assez vrai, et assez vrai notamment au début. C'est-à-dire qu'en fait, au début, effectivement, le chef d'entreprise, dans son domaine, c'est le premier acteur, c'est lui qui va globalement presque tout faire, mais pas loin, mais qui va trouver les premiers clients, qui va gérer la boîte, qui va embaucher les premiers salariés, qui va les manager, etc., etc., etc. Et puis après, je pense que justement, l'importance, quand l'entreprise se développe, c'est de rapidement déléguer au maximum pour justement passer sur ce rôle de chef d'entreprise et pas sur le rôle et sortir un peu du rôle opérationnel qui automatiquement va dégrader et va ralentir la croissance de l'entreprise et sa structuration si le chef d'entreprise il est trop sur l'opérationnel. C'est une certitude. Moi, je l'ai vécu sur une boîte précédente où j'étais trop sur l'opérationnel à un moment donné. Et effectivement, on manque de hauteur et on manque de process. Là, sur la maman, on a effectivement nous un manager par restaurant qui gère les plannings, qui gère son équipe, qui gère ses commandes, qui gère son lieu. On a un responsable sur le labo qui gère l'ensemble de la prod du labo et qui gère l'ensemble des envois, que ce soit avec la Steph, avec Chronofresh, avec Bicycle à Lyon pour le wagon, et qui va gérer l'ensemble du fonctionnement du labo. Et nous, avec mon associé, on va plus être là, effectivement, en accompagnement de chaque personne sur, bah, effectivement, je vais un jour par semaine au wagon, je suis souvent au labo parce que nos bureaux sont là-bas, Ouais. je suis un jour par semaine à Saint-Étienne avec le manager de Saint-Étienne et pour aller bah, l'aider dans son métier, regarder ce qui va et ce qui ne va pas, et l'accompagner dans le développement de son activité. Et puis après, gérer bien sûr la croissance Mhm. des prochains restos, la mise en place peut-être demain de la franchise, les financements, parce que le financement reste la clé, et on sait que les banques ne sont pas les plus faciles en ce moment. Donc de gérer tous ces points qui sont à la fois du management des équipes et vérifier que tout se passe bien, que les process fonctionnent bien et puis, et puis de continuer la croissance. Ouais. Ok, top. Alors on est sur un format un peu court, on arrive déjà, déjà à la fin, c'est un peu frustrant, j'avais plein d'autres questions. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, une question que je t'ai pas posée, quelque chose sur lequel tu veux t'exprimer? Non, je pense qu'encore une fois, je pense on a évoqué les sujets importants et un des sujets importants, c'est vraiment ce côté redorer pour nous l'image de la restauration, Ouais. faire en sorte que pour les équipes, la restauration soit un univers qui puisse être agréable. Et là, je pense que c'est vraiment un job à faire. Et déjà, quand on fait plein de trucs, quand on laisse de l'autonomie à des équipes sur place, nous, les équipes sont 100% autonomes sur chaque resto. Déjà, bah, une équipe qui intellectuellement est autonome sur son resto, elle a son manager, le manager a son équipe. C'est vachement plus agréable pour travailler que si je suis sous un patron qui me donne des ordres avec le fouet dans la main et qui me fait faire des horaires impossibles. Donc ça, je pense que c'est un vrai sujet de dire, voilà, d'autonomiser les personnes, de leur permettre d'avoir des plannings qui soient plutôt agréables en termes de fonctionnement, en tout cas le plus possible, et de, voilà, et de dire, la resto peut aussi être un job sympa
euh, comme d'autres dans l'univers. Ok, eh ben, excellent. Merci beaucoup, Christophe. On mettra les coordonnées du groupe des restaurants en description de l'épisode. Donc, Confluence, Lyon 7, Saint-Étienne, c'est bien noté. Et puis, donc, merci d'avoir répondu à mes questions et à très bientôt sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Merci Benjamin, bonne journée.